Bonjour la vallée de la Matapédia, bienvenue à cette première de l'édition 2023 de TVC l'été. Cette semaine, Michel Coutu est venu nous parler du 40e anniversaire de diffusion dans la vallée de la Matapédia, ainsi que de la programmation estivale chez Diffusion Morticus. Nous sommes allés à la pelletée de terre du réaménagement des eaux usées à Valbriand. Charles-Antoine Gontier, animateur au 99.9 Rouge, s'est entretenu avec nous. Un segment que vous aviez adoré en 2021, La guerre des poutres, revient dans une nouvelle formule, La guerre des crèmeries. Co-animé avec notre chroniqueuse Mia, nous allons à la chocolaterie Beljade. Complètement culture, nouveau segment en collaboration avec Diffusion Morticus. Je suis allé à la rencontre du chanteur de Bleu Jeans Bleu. Mia vient nous dire quoi faire dans la Matapédia. Mais pour l'instant, passons aux actualités avec notre journaliste Marc Baudouin. Ici Marc Baudouin, voici vos actualités matapédiennes du 23 juin. Steve Gagnon, l'auteur de l'attaque au camion bélier survenue le 13 mars dernier à Amqui, était de retour au palais de justice d'Amqui mercredi. Le suspect de 38 ans n'aura pas à subir d'enquête pour remise en liberté puisque la défense a renoncé à la procédure. Lors de cette première audience, les dates de l'enquête préliminaire ont été fixées et se déroulera du 5 au 8 septembre. L'enquête préliminaire concerne les 14 chefs d'accusation qui pèsent contre l'accusé, soit 3 chefs d'accusation de meurtre prémédité, 9 chefs d'accusation de tentative de meurtre et de 2 chefs d'accusation de conduite dangereuse causant la mort. Rappelons que 3 personnes ont perdu la vie lors de cette tragédie: Gérald de Charret, 65 ans, Jean Lafrenière, 73 ans, et Simon-Guillaume Bourget, 41 ans. 9 autres personnes ont été blessées. La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a déposé son rapport final dans lequel elle maintient sa position de supprimer la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia. Avec cette décision, l'Est du Québec perdra de son poids politique en passant de 4 à 3 sièges. Maintenant que le rapport de la Commission est déposé, le directeur général des élections préparera un décret de représentation qui devrait devenir officiel en septembre 2023. La nouvelle carte électorale sera utilisée à la première élection générale qui sera déclenchée dans les 7 mois suivant le dépôt du décret. La députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Christina Michaud, a indiqué qu'elle va poursuivre à bien desservir sa circonscription et que ses différents bureaux restent ouverts. Nous vous présenterons une entrevue avec Christina Michaud pour connaître ses réactions suite à cette décision dans les prochaines semaines. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec demandent la collaboration des Matapédiens pour obtenir des informations concernant l'accident routier qui est survenu le matin du 8 juin sur le chemin de la Grande Ligne à Amqui. Rappelons que c'est autour de 10h30 qu'une collision frontale impliquant 2 véhicules s'est produite et que 2 personnes ont subi de graves blessures et que pour l'une d'elles, on craignait pour sa vie. Toute personne qui posséderait de l'information pertinente pour l'enquête peut communiquer confidentiellement avec le Centre de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Le pompier volontaire Patrick Guimont était de retour au palais de justice d'Amqui mardi matin où il a reçu un verdict de culpabilité pour conduite avec les facultés affaiblies. Patrick Guimont devra acquitter une amende de 4 000 $ et se retrouve avec une interdiction de conduire pendant 24 mois, à laquelle sont soustraits les quelques 7 mois passés sous l'interdiction de conduire depuis son arrestation. Son permis de conduire a été confisqué et un éthylomètre devra être installé sur son véhicule personnel. Rappelons que le camion de pompiers qu'il conduisait a été impliqué dans une collision avec une camionnette le 21 août 2022 sur la route 195 à Amqui. Patrick Guimont affichait une alcoolémie de 140 mg d'alcool par 100 ml de sang au moment de son arrestation et la conductrice de la camionnette avait été gravement blessée. Selon les informations entendues en cours, celle-ci serait complètement rétablie des blessures subies lors de cet accident.
Lors du congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec qui s'est tenu du 14 au 16 juin dernier, le directeur général de la ville d'Amqui, Guillaume Viel, s'est vu remettre le prix Méritas ADMQ 2023, gestion municipale. Ce prix se veut de rendre hommage aux membres qui s'est distingué par son engagement, son sens de l'innovation, sa capacité à concevoir et à mettre en place des solutions ou à mener à bien des projets d'importance à titre de professionnel de la gestion municipale. L'association voulait souligner les efforts de Guillaume Viel en raison de sa feuille de route impressionnante et les situations extrêmes auxquelles il a été confronté dans ces derniers mois. Le conseil d'administration du service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers Serex a procédé à la nomination de 2 nouveaux co-directeurs. Tout d'abord, Éric Gagné a été nommé au poste de co-directeur général gestion et aura comme principale mission de gérer, d'optimiser et de favoriser le rayonnement du CEREX. Sa grande expertise en comptabilité et en finance apportera une plus-value à l'entreprise. Le deuxième nominé est Papa Diouf, qui occupera le poste de co-directeur général. Ce nouveau poste permettra de répondre aux objectifs élevés de la planification stratégique et de favoriser le rayonnement du CEREX. Il s'agit d'un nouveau défi pour Papa Diouf, qui a occupé le poste de directeur scientifique au sein de la compagnie durant plus de 13 années. C'est du 21 au 29 juillet prochain que se déroulera la 57e finale des Jeux du Québec à Rimouski. Jusqu'à maintenant, l'identité de plusieurs athlètes matapédiens sélectionnés qui représenteront l'équipe de la région Est du Québec ont été dévoilées. Léo Dupéré de Sébec performera dans l'équipe de basketball masculin. En ce qui a trait au basketball féminin, la Matapédia sera représentée par Marie-Sophie Desrosiers d'Amqui et Atnae Fofana de Valbria. Plusieurs Matapédiens vont intégrer l'équipe de volleyball masculin, soit Jacob Arsenault, Marc-Antoine Leclerc et Hugo Leclerc de Lac-au-Semont, Isaac Gagnon, Éloi Jean, Malik Pelletier et Thomas Poirier d'Amqui et Tristan Roy de Saint-Léon-le-Grand. Du côté du volleyball féminin, on retrouve Catherine Audet de Lac-au-Semont, Angélique Baudouin d'Amqui, Kélia Jean de Saint-Alexandre-des-Lacs et Estelle Michaud de Saint-Tarcisius. Les Amquiens Simon Landry et Julien Poirier, quant à eux, vont prendre part à l'équipe du soccer masculin. Bonne chance à tous nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. De retour à Christo. Cette année, c'est les 40 ans de diffusion dans la vallée de la Matapédia. J'ai pu m'entretenir avec Michel Coutu, directeur général et artistique. Salut Michel, ça va bien? Oui, ça va bien, Christophe, merci. En commençant, j'aimerais que tu reviennes un peu sur le lancement de la programmation été-automne qui a eu lieu. Donc, me dire un peu là, comment ça a été, puis c'est quoi les spectacles qu'on va pouvoir avoir cet été. Le 15 mai dernier, on a lancé la programmation été et automne 2023. On a lancé en tout et partout, je crois, entre 25 et 30 spectacles encore. La saison estivale, évidemment, qu'on parlera tantôt. Mais la saison d'automne, il y a énormément de choses. Écoute, il y a du théâtre, de la danse, il y a du jeunesse, il y a de l'humour, évidemment. On a Rita Baga qui viendra refaire son tout dernier spectacle en tournée ici à Amqui au mois de septembre. Et on a des gros noms encore. Beaucoup d'humour. Les gens ont vu, évidemment, qu'il y a certains spectacles qui ont déjà été lancés, dont Simon Leblanc qui s'est vendu en 25 minutes. Ça, c'était vraiment des spectacles exclusifs. Et juste un petit peu avant le lancement, on a fait 4 beaux vendredis complètement culture où les gens ont eu droit d'acheter des spectacles exclusifs, des grands événements. Donc, ça somme toute bien été. Les ventes vont extrêmement bien. Donc, on est bien content de cette programmation-là encore. Et parlant de la programmation, cet été, on va avoir droit à 4 spectacles à la Sage en Cossette, ce qui est peu contrairement à d'autres étés. Peux-tu nous expliquer pourquoi seulement 4 spectacles? Bien, c'est assez simple. Il y a tellement d'activités dans la vallée de la Matapédia. Juste à Amqui, pour ceux qui ont reçu par la poste le petit dépliant, c'est rempli à toutes les fins de semaine. Il restait un week-end de libre et il s'est rempli avec le hockey deck. Donc, ça te donne une idée à quel point il y a des activités tout l'été. Donc, les gens vont être comblés. Et nous, chez Diffusion Mordicus, habituellement, on en faisait une douzaine. On en faisait dans le parc Pierre-Maurice Gagnon, on en faisait à la salle Jean-Cossette. Donc, cet été, on a décidé de prendre un pas de recul, de prendre un peu de repos aussi parce que c'est une grosse programmation. On est en plein
40e anniversaire et laisser la place aussi à toutes les activités. Donc, on aura Guillaume Pinault qui va être ici. On aura Joran, en première partie, c'est Willow qui va être là. On a Marilyn Léonard, elle, on va la produire dans le parc Pierre-Maurice-Gagné sous l'Agora le 15 août. C'est une bébite, celui-là. Venez voir ça, là. Et ensuite, on va terminer la saison d'été avec Pelch, qui est un artiste, un jeune artiste vraiment, vraiment hot. Donc, ça va être à surveiller. Et si vous voulez toute l'info pour tous ces spectacles-là, ben, rendez-vous sur le site de Diffusion Mordicus. C'est le meilleur moyen pour voir les vidéos, pour voir le descriptif des spectacles. Donc, c'est la meilleure chose. Et c'est pour ça qu'on en fait seulement 4. On est quand même une petite équipe, donc on veut reprendre notre souffle après cette grosse année qu'on vient de terminer. Et tu l'as mentionné, cette année, c'est une grosse année. C'est les 40 ans de diffusion dans la vallée de la Matapédia. Dernièrement, il y a eu la grosse soirée pour inaugurer un peu puis rendre un peu son hommage à ce 40e anniversaire. Peux-tu revenir un peu sur cette soirée? Oui, on a fait le 3 juin dernier, on a souligné les 40 ans de diffusion dans la vallée de la Matapédia parce qu'on doit rappeler aux gens que ça n'a pas toujours été diffusion. Mordicus, au départ, c'était le CODEC, donc le comité organisateur des événements culturels. Il y en avait un à Sébec, il y en avait un à Cause-Abscal et on a ramené ça à Amqui, je ne me rappelle plus trop de l'année, mais en 1982, c'est là que le CODEC a obtenu ses lettres patentes pour débuter. Donc, il y avait beaucoup de monde impliqué dans tout ça et samedi passé, on n'a pas pu inviter tout le monde, sans ça, on aurait passé 3 semaines de festivités, là, tellement il y a eu de monde. Donc, on a invité les gens qui étaient très proches de l'organisme, des gens qui viennent encore, qui étaient au début de tout sur les conseils d'administration, qui viennent encore voir des spectacles. Donc, on en a plusieurs. On a invité ces gens-là et on a invité aussi nos partenaires qui sont là depuis 25-30 ans aussi, qui sont venus nous fêter ça avec nous. On a fait ça, évidemment, à l'école secondaire Armand-Saint-Onge. On a fait ça dans la cafétéria qu'on a transformé en salle de réception. C'était vraiment, vraiment beau. Et le soir même, on a eu Patrice Michaud, parce que c'est un petit gars de la Gaspésie qui a fait ses premiers pas ici à la salle Jean-Cossette. Et on avait aussi le groupe Moyennerie, qui est un jeune groupe acadien. Donc, c'était mes petits coups de cœur qu'on voulait faire, découvrir, entre autres. Mais Patrice Michaud, c'est vraiment un ami au départ. Donc, il est venu fêter ça avec nous autres, ce beau 40e. Là. Donc, Diffusion Mordicus est venu au monde en 2013, mais la diffusion de spectacles avec le Codec existe depuis au moins 40 ans. Là. Et j'ai pu assister à ce bel événement et je peux confirmer que c'était une très belle soirée. Et justement, lors de cette soirée, notre député Pascal Bérubé t'a annoncé une grande nouvelle. Peux-tu m'en parler un peu? Bien oui, exactement. On a fêté les 40 ans de diffusion pendant à peu près 20 minutes. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Habituellement, à Radio Quart d'Auto, je suis habitué de diriger les événements. Je suis habitué d'avoir le contrôle justement pour me revirer sur un dixaine ou réagir rapidement s'il y a quoi que ce soit. Mais mon conseil d'administration a décidé autre chose. Donc, ils ont vraiment souligné aussi mes 33 années à la salle Jean Cossette. 33 années, 35 ans de métier en fait, mais 33 ans où je mets les pieds dans cette belle salle Jean Cossette. Au début, bénévole. Ensuite, on a eu un petit salaire après ça. Ensuite, là, ça a commencé. En 2015, j'ai pris le contrôle. On m'a demandé de prendre le contrôle de la direction générale artistique parce que j'étais un meuble. Je suis rendu un meuble dans la salle Jean Cossette et auprès de l'organisme. Donc, ce qui a fait en sorte que Pascal Bérubé, qui, lui, en 2013, a annoncé une subvention de 2 millions. C'est grâce à lui si on a pu rénover cette salle de spectacle-là. Un projet qui avait débuté avec la ville d'Amqui, avec Céline Dubé, qui est au service des loisirs, qui avait travaillé très fort sur ce projet-là, avec M. Gaétan Rué aussi. Et toute l'équipe du CODEC avait travaillé fort là-dessus. Donc, ça ne boostissait pas. Et lorsque Pascal est devenu ministre, il a fait débloquer les choses et il nous a annoncé en grande pompe que la salle Jean Cossette allait être rénovée. Donc, ça donnait un nouveau souffle, évidemment. Et étant donné que moi, je suis là, j'ai assisté à tout ça, à toutes ces transformations-là, la rénovation. J'avais été engagé aussi comme consultant sur cette rénovation-là et je suis encore là maintenant. Donc, ce qui a fait en sorte que Pascal aussi voulait le souligner. Donc, ils vont me remettre cet été la médaille de l'Assemblée nationale. C'est un grand honneur. La dernière qui avait été donnée, c'est le chirurgien Didas Bourgeois en 2020, si je ne me trompe pas. Malheureusement, il est décédé une semaine après, donc c'est pas, ça me stresse un peu. Mais non, plus sérieusement, c'est ça, ils vont me remettre la médaille de l'Assemblée nationale pour souligner tout l'apport que j'ai amené au culturel. Et lorsqu'on travaille dans le milieu culturel, on n'a pas toujours l'impression d'en faire autant.
On travaille avec les artistes locaux, on travaille avec les artistes émergents, avec les humoristes, on travaille avec tout le monde et pour faire vivre une expérience, ça ne m'appartient pas, Diffusion Montréal, c'est pas à moi. Je le fais pour les gens de la vallée de la Matapédia et les gens, c'est régional, on a quand même un beau rayonnement. On veut offrir une belle expérience, donc je le fais avec une belle équipe et c'est cette médaille-là, moi je vais la prendre aussi pour toute l'équipe qui travaille avec moi. Pierre qui est sur scène, qui s'occupe de toute la technique. Si moi je book des beaux shows, si on fait tout l'environnement, bien Pierre les réalise sur scène qui fait en sorte que c'est vraiment beau. Je pense à Suzy aussi qui, elle, s'occupe de tous les bénévoles. On a presque une trentaine de bénévoles qui accueillent les gens à chaque soir. Un conseil d'administration aussi qui est bénévole, qui dit bonjour à tout le monde le soir dans le corridor quand ça entre et quand ça s'en va. Je pense à José aussi, qui est dans le bureau, qui est à la billetterie, qui fait un service à la clientèle tout à fait incroyable. Donc, c'est un travail d'équipe qui fait en sorte que moi, je vais pouvoir avoir ces honneurs-là, puisque c'est ça. Après 33 ans, là, je me dis bravo. C'est une belle tape dans le dos et ça donne beaucoup, beaucoup d'énergie, justement, pour continuer à faire vivre des belles expériences aux gens. Là. En terminant, parlons un peu de TVC l'été. Il n'y a pas que Pascal Bérubé qui a des annonces à faire. On en a aussi, toi et moi. Qu'est-ce que tu vas faire cet été pour nous à TVC l'été? Je vais faire du vélo tout l'été. À TVC l'été, c'est assez simple. On va avoir ensemble des petites chroniques où on va parler des spectacles qui s'en viennent, de ce qui se passe dans la vallée de la Matapédia. Il y en a de la culture, là. Je vous le disais d'entrée de jeu, en début d'entrevue, qu'il y a énormément de choses qui se passent dans la vallée de la Matapédia. Donc, c'est ça qu'on va faire ensemble. On va peut-être se retrouver à des endroits bizarres des fois, ou en pleine nature, ou dans une salle de spectacle, ou sous un chapiteau, qui sait. Mais on va s'en parler une couple de fois, donc on va voir, parce qu'il n'y a pas seulement Diffusion Mordicus qui est complètement culture. Je pense que la vallée de la Matapédia est complètement culture. Des musées, des festivals, des événements, tout ça a commencé avec l'Omnium Yves Lévesque, qui a commencé en mai, là, et ça va se terminer à la fête du travail avec le rendez-vous quad annuel. Donc, si les gens disent qu'il ne se passe rien dans la vallée de la Matapédia l'été, je pense que vous dormez. Vous dormez, mais on va s'en parler toute l'année. Ça va vraiment être le fun. Ça va être un beau rendez-vous. On va parler de culture et d'activité. Exactement. Alors, Michel, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Donc, vous l'avez compris, complètement culture qui était à Rouge FM et maintenant aussi rendu à TVC l'été. J'aurai la chance de m'entretenir avec quelques artistes qui vont passer sur la scène de la salle Jean Cossette. Encore une fois, Michel, bravo pour ta médaille. Félicitations pour les 40 ans de culture dans la vallée de la Matapédia. Le 20 juin dernier se tenait à Val-Brillant une pelletée de terre pour l'inauguration du nouveau projet d'aménagement des eaux usées. Je me suis entretenu avec Maxime Tremblay et Nancy Paquette pour discuter du sujet. Alors bonjour à vous deux. Tout d'abord, je sais que ça fait plusieurs années, on peut le dire, que vous êtes sur ce projet. Est-ce que ça fait un soulagement d'avoir la pelletée de terre aujourd'hui? Oui, ça fait vraiment un soulagement, surtout que ça fait depuis minimum 20 ans qu'on est là-dedans, les étangs aérés pour les eaux usées à Val-Brillant. Puis les étangs étaient beaucoup attendus pour notre municipalité, pour protéger notre lac, pour pouvoir agrandir notre municipalité. Fait que c'était vraiment apprécié ce matin qu'on fasse cette pelletée de terre. Bien, je dirais la même chose que M. Tremblay. Là, ça fait des années qu'on attend beaucoup de démarches administratives avec le ministère de l'Environnement, avec la CPTAQ. Ça a été long, ardu parfois, mais on est très heureux que les démarches d'Action Projet, que ça ait débuté, là, les travaux, que tout soit enclenché. C'est merveilleux. Et il y avait déjà un réaménagement, il y avait déjà un aménagement des eaux usées à Val-Brillant. Pourquoi devoir faire un réaménagement des eaux usées? Bien, nos étangs, présentement, n'ont pas des rejets conformes selon le ministère de l'Environnement et ça nous limite aussi pour le développement. Alors, on ne peut plus faire de nouveaux branchements sur le système d'égout de la municipalité. Donc, ces nouveaux étangs vont nous permettre d'aider à la protection de l'environnement, aider à la protection du lac, de tous les bassins versants de notre secteur et en même temps nous permettre d'entreprendre de nouveaux projets de développement à Val-Brillant. Et pour finir, aujourd'hui, c'était la pelletée de terre. C'est le début du projet qui commence réellement. C'est quoi la suite des choses?
La suite des choses, c'est sûr que le projet va toujours évoluer. Fait que là, aujourd'hui, c'est la première pelletée de terre, puis il va y avoir les bâtiments qui vont être érigés, les étangs qui vont être creusés. Puis ensuite, il va y avoir les tuyaux pour monter l'eau usée aux étangs qui vont être réalisés. Les 2 systèmes de pompes dans notre municipalité qui vont être mis aux normes. Puis, je pense que c'est pas mal ça. Oui, effectivement. Là, la majeure partie des travaux, c'est le poste de pompage principal au centre du village qui va être refait, agrandi parce que les étangs sont plus élevés. Là, vous l'avez vu sur le site de notre municipalité. Ils sont plus élevés que les anciens, donc des pompes plus puissantes. Mais tout va être fait en conséquence d'améliorer les rejets, la qualité des rejets. Eh bien, c'était tout. Merci beaucoup d'être venu à l'émission pour parler de ce beau projet. Puis je vous félicite justement pour ce beau projet pour Val-Brillant. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Le CEREX a été fondé en 1998 par des enseignants du cégep en transformation du bois. C'est pour ça qu'on est un centre collégial de transfert technologique spécialisé en transformation du bois. On a décidé de faire une journée porte ouverte parce que nous, on travaille surtout avec les entreprises. Puis c'est sûr que les organismes de développement économique nous connaissent, mais la population de la Matapédia, d'Amqui, ils passent devant puis ils ne se doutent pas qu'il y a un laboratoire ici là, de réputation canadienne et même mondiale. Les gens ne réalisent pas qu'est-ce qu'on fait parce que notre clientèle, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, ce sont les entreprises finalement avec qui on travaille, qui eux vont offrir des services. Ici, c'est ça, c'est notre laboratoire de panneaux. Fait qu'on effectue plein de formulations de panneaux de tout type pour nos clients ou pour dans le cas de recherche, aussi des mandats de recherche qu'on fait de façon autonome. Ici, vous avez par exemple un panneau qui est fait à partir des écorces de cèdre, à laquelle on a mis une fibre PLA qui est biodégradable, qui nous permet avec un procédé de pressage non tressé, qui nous permet d'obtenir un panneau isolant comme ça ici. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on sèche nos particules. Ça, c'est des particules de surface dans le cas d'un panneau mélamine. Particules de surface, particules de cœur, on va les sécher à très basse humidité pour empêcher les éclatements lors du pressage. Après, on va aller à l'encolleuse. On a des buses, on va pulvériser la colle dans l'encolleuse avec les particules. Puis par la suite, on va mettre nos particules encollées pour faire le matelas. Ici, on va mettre nos différentes couches. Puis après, on va pouvoir aller à la presse. Ici, dans ce réservoir-là, on a mis de la biomasse, donc des copeaux ordinaires, puis on les a mis à chauffer dans un réservoir qui est presque fermé. Et ce qui en ressort, c'est du biocharbon, la bio-huile qui va être dans le fond, un peu collée au niveau de notre setup parce que bon, il y a de l'évaporation qui se fait. Ici, au niveau des produits qu'on a, donc comme je vous disais, on a du biocharbon, qui est la phase solide. On a la bio-huile qui peut être utilisée comme biomazout, qui est la phase liquide. Et ici, on a dans le fond du vinaigre de bois. Le vinaigre de bois, c'est on a distillé l'huile pyrolytique et la phase liquide qu'on obtient est du vinaigre de bois qui peut être utilisé comme agent de préservation sur le bois. Nous, on est né de la volonté de faire de la recherche en transformation des produits forestiers. Puis maintenant, au cours des années, on a développé 4 champs d'expertise. Il y a la transformation du bois comme tel, qui est le sciage, séchage, la fabrication de panneaux, comme ils font à Panval ou Uniboard ici là, dans la vallée. Ensuite, un autre champ d'expertise, c'est la chimie du bois comme tel. Il y a ensuite l'énergie, biomasse, à partir de la biomasse forestière. Et le dernier créneau, c'est l'éco-construction. Donc, utiliser le bois et les produits biosourcés dérivés de l'agriculture, par exemple, et le bois pour faire des matériaux pour la construction. Ici, on est dans la salle de test mécanique. C'est l'objectif de cet laboratoire, c'est pour déterminer la résistance mécanique des matériaux. Donc, nous, on travaille sur le matériau bois, mais en effet, les machines peuvent tester la résistance de n'importe quel matériau.
Donc on met l'échantillon sur 2 appuis, puis on a appliqué une force là-dessus. Donc suivant le déplacement de l'applicateur de force, on va enregistrer le déplacement. Comme ça, on va savoir la rigidité de ce panneau et combien de force maximale qu'il peut supporter. Donc la flexion statique, on a 2 points d'appui et on va pousser ici au milieu de plus en plus fort jusqu'à ce que ça casse. Quand ça casse, on pourra ensuite calculer le module de rupture en fonction de la charge appliquée. Alors ici, on a une portée de 12 pouces et on a résisté à 200 newtons. 200 newtons, ça fait 20 kg. Sur une portée de 12 pouces, c'est pas mal. Et alors, la raison pour laquelle je vous montre ces échantillons, c'est parce qu'on peut aussi discuter un peu du profil de rupture. Le profil de rupture, c'est la manière dont ça casse. Ici, on voit que le profil de rupture, il est tout droit comme ça. Donc c'est comme si les fibres s'étaient défaites de cette façon-là. Alors qu'ici, si on regarde le profil de rupture, on voit qu'il y a une délamination. Autrement dit, les lames, les couches, se sont défaites. On aide l'industrie, puis aussi on aide l'industrie, nos clients, à répondre aux principaux défis de la société qui sont les changements climatiques, diminuer nos empreintes environnementales. Ça, c'est une chambre biclimatique et ça pour tester le transfert d'humidité, le transfert de chaleur dans une coupe de mur, que normalement on fait les tests avec ce type d'échantillon. Et on peut ajouter on peut placer des différentes zones de température, humidité, ténor humidité dans l'échantillon. Avec ça, on peut étudier vraiment les transferts de chaleur, les transferts de température. On peut savoir si l'échantillon, il y a un risque de condensation dans l'échantillon ou un risque aussi de moisissure dans notre échantillon. Ça, c'est une maquette de mur conventionnelle dans lequel on a 2 isolants différents. On a un isolant flexible qui est fait à partir de laine de verre et un isolant rigide qui est fait à partir de polystyrène extrudé. Expansé. Donc l'idée, c'est d'arriver à obtenir un R de 24. Donc c'est le R qui est exigé dans le code du bâtiment québécois. Et cet isolant flexible va servir à faire la majorité de l'isolation thermique. Donc autrement dit, sur le R24, il va faire un R de 20 environ. Et celui-ci, cet isolant rigide, il va servir à gommer les ponts thermiques. Donc lui, il va avoir un R de 5. Un pont thermique, si vous regardez ici, la chaleur, quand elle va traverser le plâtre, elle va vouloir passer par ici. Et ici, elle va être freinée par cet isolant qui va super bien empêcher la chaleur de passer. Donc la chaleur va avoir plus tendance à passer par le bois. Bienvenue dans le laboratoire de chimie. Qu'est-ce qu'on fait en gros? Laboratoire chimie et microbiologie. On va faire des projets de type de recherche et développement, puis on va faire aussi de l'aide technique. Donc, on va venir assister les entreprises pour autant faire des tests de caractérisation pour eux, les aider à développer des procédés, des procédures. Le côté ici du laboratoire, c'est le côté de chimie analytique. Donc, on va venir caractériser et doser les différents éléments. De l'autre côté, c'est la section plus synthèse. Donc, on va venir préparer des résines, des produits, synthétiser, décomposer, des colles, préparer des extraits pour après ça caractériser ici du côté de la section chimie analytique. Le labo, on l'utilise beaucoup pour tester certains produits, certaines essences de bois vis-à-vis des champignons. Je vais vous parler d'un projet biodiesel. L'idée, c'est de faire le biodiesel à partir de la biomasse. Donc, on fait croître des champignons sur la biomasse. Et après, ces champignons vont comme stocker des lipides à l'intérieur des filaments. Nous, on va extraire ces lipides pour stérifier pour produire le biodiesel. Il y en a qui pensent que oui, on travaille sur le bois qui est un ancien matériau, mais on revient, on essaie de délaisser le pétrole puis revenir vers des matériaux naturels pour justement briser notre dépendance au pétrole puis améliorer notre bilan de gaz à effet de serre. Fait que là, le fait qu'on travaille dans un milieu de recherche, un milieu d'innovation, bien, c'est intéressant. C'est toujours des nouveaux défis. Les journées ne se ressemblent pas. Puis aussi, on aide nos clients, puis on s'assure de faire une différence là, dans le monde. Fait que, je pense que c'est pas mal ça, là, les principales. C'est un milieu qui est très dynamique. Quand quelqu'un est assez débrouillard, a des bonnes idées, il a sa place ici au Cerex. Près
présentement avec Charles-Antoine Gontier, animateur au 99.9 Rouge pour l'émission La Gang du matin. Bonjour Charles-Antoine, ça va bien? Salut Christophe, ben oui, toi aussi? Ça va super bien. Petite mise en contexte. Oui. Donc, toi, tu es quelqu'un de la vallée oui. qui est parti étudier en Jonquière, en art et technologie des médias. Enfin, ça. Est-ce que, quand tu es parti étudier, c'était déjà en vue de revenir dans la Matapédia? Je vais te dire oui et non. Okay. Je vais te dire oui et non parce que, au départ, je te dirais oui. Au fil des 3 ans, il y a plusieurs scénarios qui se dessinent. Hein? Fait que tout devient possible. Puis à la fin de mes études, le programme se termine avec un stage en milieu de travail. Puis j'ai eu des discussions avec mes profs, à savoir est-ce que je reviens chez moi puis je me donne une opportunité de peut-être me mettre un pied là où je souhaiterais faire ma vie? Est-ce que je vais découvrir quelque chose ailleurs au Québec parce que je connais un peu déjà l'équipe de travail ici? J'avais déjà rencontré l'équipe en étant dans les études. J'avais reçu l'invitation à venir faire un tour. Puis il y a une opportunité secrète là, qui s'est présentée, c'est-à-dire que j'ai su qu'une des employées, que je salue d'ailleurs, Sophie Fournier, qui a quitté au cours de l'été, j'avais su son désir de peut-être quitter. Fait que je me suis dit, regarde, je profite de ça, je reviens faire mon stage ici. J'ai travaillé pendant l'été, puis officiellement, à la suite de ça, je suis revenu en avril, à ma fête d'ailleurs. Puis à l'automne, j'étais engagé officiellement dans l'équipe. OK. Puis pour parler un peu du programme ATM, j'ai su entre les branches que le programme ATM, vous le considérez comme une grande famille. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as à me dire sur la grande famille d'ATM? Qu'encore aujourd'hui, j'ai des contacts avec des gens de ma cohorte, que quand on arrive sur le marché du travail, on reconnaît, pas on reconnaît, mais on fait des liens rapidement avec les gens qui ont fait leur étude en ATM, des plus vieux comme des plus jeunes. Encore aujourd'hui, c'est le fun de savoir, de rencontrer des gens, que ce soit sur le marché du travail ou dans n'importe quelle autre occasion. On fait des liens puis on se rend compte que on peut s'aider d'une certaine façon aussi, puis ça crée des souvenirs de n'importe quel domaine quand on a une passion pour quelque chose, quand on aime quelque chose. Je nomme n'importe quoi, mais je vais dire de la bière, les microbrasseries. Quand on aime la microbrasserie puis qu'on rencontre d'autres personnes qui ont un intérêt commun, bien, on finit par faire des liens naturellement, mais c'est un peu la même façon. Puis en étant sur le marché du travail, bien, ça permet de créer ces liens. Puis, en ATM, il y a plusieurs branches que tu découvres au courant, durant le programme. Quand est-ce que tu t'es dit, moi, je vais faire de la radio dans la vie? Par hasard? Ah ouais? Presque par hasard, en fait. Moi, j'ai toujours écouté la radio ici. Chez nous, ça n'a jamais été la télé. Le matin avant l'école, on n'a jamais eu le droit d'ouvrir la télé le matin en semaine. Ce qui fait que la radio était ouverte chez nous. J'ai toujours, inconsciemment, baigné dans l'univers de la radio. Quand j'ai commencé mes études post-secondaires au cégep ici à Amqui, j'ai commencé en sciences de la nature parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire. J'étais capable de continuer dans ce programme-là. Fait que je me suis dit, je m'ouvre toutes les portes possibles. J'ai aimé des cours, il y en a d'autres que j'ai moins aimés. Dans ton programme, finalement. J'ai découvert que c'était pas exactement ça que je voulais. Puis je me suis dit, non, regarde, je quitte. Il y a un déclencheur aussi à ça. Il y a mon amie Marie-Ève qui était dans le même programme que moi, qui a fait, non, moi, je change de branche. Elle a décidé de poursuivre en physiothérapie. Puis j'ai fait, regarde, tu changes? Moi aussi, je change, je te suis. Très suivi de ma part. Mais ça a été payant au final parce que après ça, une recherche Google... du genre communication, animation. Tu sais, j'avais animé des spectacles au secondaire. Fait qu'en cherchant ça sur Google, j'ai découvert un programme de communication dans les médias au cégep de Jonquière, dans le département d'art et technologie des médias. Puis j'ai fait, wow, je pense que c'est ça que je veux. Je pense que c'est ça que je fais. Et c'est ce que j'ai fait. Comme quoi, des fois, tout est un peu écrit d'avance, puis ça arrive comme ça. Tu sais, au secondaire, on se pose mille et une questions, on angoisse, on stresse, on sait pas, puis on a l'impression qu'il faut savoir. Puis de se laisser le temps dessine parfois le bon chemin. Ah, c'est bien dit, ça, c'est cute. Oui, c'est très beau. Puis là, t'animes le matin. Tu co-animes, en fait. Ça fait quoi? C'est-tu compliqué de se lever à 4 heures du matin tous les jours? Est-ce que tu es lève-tôt? Écoute, là, c'est le début de votre émission d'été, la saison estivale débute, puis je m'en rends compte avec ma collègue Isabelle aussi. C'est la période où c'est le plus difficile de se lever tôt. En fait, c'est difficile de se coucher. Le soleil, les journées sont de plus en plus longues, le soleil est là jusqu'à tard le soir, notre corps n'a pas envie de se coucher. L'hiver, c'est plus simple, il fait noir à 4 heures d'heure.
Puis, faut pas oublier aussi que l'été, il y a beaucoup d'événements le soir aussi. Là. Oui, fait que tout ça joue un peu contre nous, contre un horaire comme ça, mais j'ai toujours dit, c'est pas difficile de se lever, c'est difficile de se coucher. Fait que, si c'est difficile de se coucher, moins de sommeil, ça devient difficile de se lever, mais on est vraiment dans cette période-là présentement là, avec le début de l'été. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Connecter avec les gens. Ah ouais? Oui. Ça, c'est... puis je m'en rends compte, là, la pandémie aura montré ça. Moi, j'ai travaillé au public comme emploi d'étudiants, emploi plus jeunes. J'ai travaillé ici à la cantine Fortier, j'ai travaillé au camping Namkoui. C'est des emplois où je suis en connexion directe avec la clientèle. Le camping, j'ai adoré ça parce que je rencontrais des gens de bonne humeur, je rencontrais du monde en vacances. Du monde en voyage. C'est ça. Fait que, moi, ça a été un job super le fun. La radio amène ça aussi d'une façon tout à fait différente. C'est-à-dire qu'on a la chance de connecter avec un auditoire qui est énorme. On a une belle gang le matin, mais on les rencontre pas souvent en personne, mais j'ai quand même cette connexion-là. Fait que la pandémie nous a coupé de ces connexions en personne dans des événements, peu importe de quelle façon on sortait de voir le monde. Puis là, on recommence là, depuis quelques années, depuis quelques mois, de plus en plus. Fait que ça, c'est le fun. La connexion avec le monde. Puis, tu ne fais pas que de la radio maintenant. Tu es aussi le vice-président dans le conseil d'administration de Diffusion Mordicus. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi de t'impliquer dans ta communauté? Oui. Je réalise au fil du temps que ça est important dans ma vie. Ça revient à ça, de connecter avec le monde, de m'impliquer, oui, de donner du temps, de ne pas être chez nous. Puis on dirait que, pas dans le sens où j'aime pas être chez nous, mais dans le sens où je suis jamais chez nous, puis ça m'allume, ça m'anime vraiment. T'as besoin de bouger, finalement. Fait que de le faire en plus avec Diffusion Mordicus, c'est génial. D'être sur le conseil d'administration, mais aussi d'être là comme bénévole les soirs de spectacle. Ça me permet, encore une fois, d'aller chercher ce que j'ai peut-être moins dans mon travail, de rencontrer en one-on-one des gens, de rencontrer, de voir du monde. Fait que je vais le chercher là aussi. Puis oui, c'est important de s'impliquer, de faire bouger notre communauté, peu importe à quel niveau, mais de le faire, d'apporter un sourire à du monde, de réussir à donner un 30 minutes dans une semaine qui vient aider quelqu'un. Moi, le bénévolat, je trouve ça important, je trouve ça cool. Puis des fois, on réalise... il y a une phrase que j'entends souvent, c'est toujours le même monde qui s'implique. C'est toujours le même monde qu'on voit dans des comités, peu importe à quel niveau. Fait que c'est important de le faire pour permettre en société d'avancer, puis en tant que communauté aussi, puis de voir qu'il y a des choses qui se passent chez nous aussi, puis de participer, c'est motivant aussi. Personnellement, c'est ce que j'aime de voir qu'on présente des activités, on présente des projets, puis à ce moment-là, quand on travaille ou qu'on donne du temps, on peut pas dire qu'il se passe rien chez nous parce qu'on est bien impliqué puis on sait. En terminant, tu me dis avant le début d'entrevue que tu avais des scoops pour nous. Je suis très curieux. J'ai des belles nouvelles, c'est vraiment au niveau professionnel là, à la radio. On aura bientôt des nouveautés à annoncer. Effectives à partir de cet été. Vous êtes les premiers à qui on en parle. C'est ça, là. Il y a personne qui est au courant. Je peux pas donner tous les détails de ça. Mais je suis de plus en plus curieux. La gang du matin va s'agrandir. C'est tout ce que je suis capable de dire pour le moment. Puis on a bien hâte que ce soit officiel et déployé. Mais pour l'instant, vous êtes les premiers à savoir que la gang s'agrandit. OK. Ah, ben j'ai vraiment hâte d'avoir plus de détails. Alors, merci beaucoup, Charles-Antoine, d'être venu à l'émission pour parler un peu de ta carrière et de ton implication. Puis, vraiment, en terminant, j'aimerais te féliciter, toi et toute l'équipe du 99.9 Rouge, puis de Rouge FM aussi en général, parce qu'on dit souvent que la radio, même la télé, c'est des médias plus traditionnels, que les jeunes n'écoutent plus ça. Puis, je pense que le 99.9 Rouge, vous êtes la preuve que la radio, ça peut être vivant, que ça peut être intéressant. C'est gentil. Donc, je voulais te féliciter pour ça. Bien, merci beaucoup. Bonne saison à vous autres. Bien, merci beaucoup. En 2021, à TVC l'été, nous avions un segment qui vous avait vraiment plu, la guerre des poutres. Eh bien, pour votre plus grand plaisir, nous avons décidé de reprendre la formule, mais cette fois-ci, en faisant une guerre des crèmeries. Je ne serai pas toute seule pour animer ce segment, je serai avec ma coéquipière Mia. Mia, ça va? Oui, toi? Je te souhaite une bonne saison, un bel été à TVC l'été. Merci. Peux-tu nous expliquer un peu ça va être quoi ce segment-là? Donc en fait, durant tout le long de la saison, on va visiter 7 crèmeries différentes. On va toujours commander la même chose, c'est-à-dire une molle marbrée trempée dans le chocolat au lait.
on va avoir plusieurs critères qui vont nous permettre de juger la meilleure. Donc, lors de la dernière épisode de la saison, on va élire la meilleure crèmerie. La première crèmerie qu'on visite aujourd'hui, c'est la chocolaterie Bellegarde d'Amqui. Oui, nous avons décidé de commencer par la chocolaterie Bellegarde, puisqu'elle vient de déménager dans ses nouvelles installations à la sortie de la ville, près du camping d'Amqui. Donc, on était curieux. On s'est dit, pour la première, on va aller zioter ça un peu, ces nouvelles installations-là. Moi, je commence à avoir faim. Il fait chaud, il fait beau. Allons manger. On y va. Allons-y. Oh. Ouais, moi, ça coule comme un érable. Là. Il coule le cornet est Ah ouais, mange. Le cornet est rendu mou, hein. Ah là, j'ai le nez. L'enrobage chocolaté est fait directement ici à la chocolaterie Bellegarde. Et la crème glacée est faite à partir de la crème de AgroPure naturelle Amqui. Christo, là, il mange vraiment mal. Là, il est tout sali à terre, là, puis il est tout sale. Et voici la première chronique de Complètement Culture présentée par Tisson Morticus. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le chanteur de Bleu Jeans Bleu, Claude Cobra. Bleu Jeans Bleu qui était de passage le 8 juin dernier. Ça va bien, Claude? Ça va très bien, vous autres aussi? Ça va extrêmement bien. J'aimerais parler avec toi là, tout d'abord de cette tournée estivale qui commence. À quoi on peut s'attendre de voir dans le spectacle Top Minou? On est justement en train de penser aux setlists. Là, on est en tournée depuis fin janvier avec Top Minou en salle. Puis là, on était dans le truck, on commence à avoir la discussion, à savoir qu'est-ce qu'on modifie, qu'est-ce qu'on rajoute. On ne fait pas tout dans le show, évidemment. Là, il y a 4 albums, fait que, il a fallu choisir pour se faire un pacing qui est plus autour de Top Minou. Puis là, pour l'été, je pense qu'on va repiger, on va ressortir des vieux succès qu'on ne fait peut-être pas en show en ce moment. Puis comme d'habitude, c'est un show énergique, musique le pied dans le fond, puis tout le monde sort de bonne humeur. On promet que les gens sortent plus de bonne humeur que quand ils sont rentrés, puis souvent, ils rentrent pas mal de bonne humeur. Fait que ça ressort très de bonne humeur. C'est pas mal l'objectif de Blue Jeans Bleu Enterprise, ouais. Parce que c'est ça, je m'étais documenté un peu avant l'entrevue, puis j'en ai compris que cet été, il va comme avoir 2 pacings de show. Les spectacles qui vont être présentés en salle, qui vont vraiment être la tournée Top Minou. Puis c'est ça, comme tu expliquais un peu, pour les festivals, vous faites un show un peu différent. Bien, l'idée, c'est, en fait, cet été, là, nos derniers shows en salle, c'était la ronde gaspésienne qu'on fait là en ce moment. Puis à partir de mi-juin, tous les shows, c'est juste du festival, juste de l'extérieur. Fait que dans le fond, on va pas se promener entre les deux. Un coup qu'on tombe en festival, ça va être ça. Puis à l'automne, on retourne en salle parce que la tournée va se poursuivre après. Fait que c'est ça qui va se passer. Ouais. Parlons un peu de l'album qui est sorti, l'album Top Minou, justement. Combien de temps ça a pris, la conception de cet album? 32 ans. Non, sérieusement? C'est, tu sais, on s'était donné une année de break entre Perfecto puis Top Minou. Pas les albums, mais plutôt la fin de la tournée Perfecto puis la sortie de Top Minou. Puis, tu sais, les tunes avaient commencé à mijoter avant. Je pense que l'inspiration vient un petit peu n'importe quand, puis tu le prends quand ça passe. Puis moi, souvent, quand on n'est pas en train de faire un album, quand on n'est pas focus là-dessus, j'aime mieux mettre mon énergie sur la tournée puis pas me mettre à écrire des tunes nécessairement. Mais ça reste toujours comme dans la petite poche pour quand le moment sera venu de faire l'album. Tu as comme déjà des idées qui ont été emmagasinées pendant
la tournée d'avant, on peut dire. Fait qu'un an pour faire l'album, puis le mettre en marché, puis tout ça, mais il y avait des embryons avant ça. Puis je trouve que c'est un beau... comment dire? C'est un bel échéancier. Tu sais, c'est pas trop rushé, mais en même temps, de se mettre des dates butoirs. Tout le monde travaille différemment, mais moi, j'aime quand même ça, avoir une date pour avoir fini les patentes. Puis comme ça, ben ça active les neurones un peu. Puis on peut dire 1 an. Ouais, 1 an. Réponse courte. 1 an. Puis parlant de l'album, un peu avant sa sortie, vous aviez mis sur vos réseaux sociaux les titres. Ouais. Je les ai analysés un peu et je trouve, théorie, est-ce que ça se peut que vous vous êtes beaucoup inspiré de bouffe? Pour, tu sais, coco de cuir, OK, on peut dire que c'est des œufs, des cocos, beurre. Tu sais, il y a beaucoup de mots de bouffe qui reviennent, bacon. Oui. Ben les mots de bouffe, là, c'est... En général, c'est des beaux mots, je trouve. Puis on s'en sert pas assez. Je trouve ça le fun de plugger des patates frites, de plugger du pudding, du bacon dans les tunes, parce que c'est un bon point de départ. Tu peux raconter ce que tu veux après ça. Mais le chemin va être différent. Si tu veux faire une histoire d'amour en parlant de bouffe, pour faire comme une métaphore, ton histoire d'amour va être différente de ce qu'on a entendu, tu sais, en général, parce qu'il y a beaucoup de tunes d'amour, mais autour de la bouffe, moins. Fait que j'ai trouvé que ce terrain-là, il est quand même le fun à exploiter, puis ça fait des mots qui sont le fun à entendre, puis c'est... En tout cas, moi, j'aime ça, écrire à partir de ça. C'est pas une discipline qu'on se donne de parler de bouffe beaucoup, même que pour cet album-là, on avait eu la discussion, les gars m'avaient dit « Hey, on essaie-tu de pas faire trop de tunes de bouffe? » Puis tu sais, finalement, je pense qu'on fait ce qu'on fait, puis il y a des tunes qui annoncent, tu sais, souper fondu, c'est pas une tune qui parle de fondu nécessairement, c'est une relation de couple, mais la thématique ou le prétexte pour en parler, c'est un souper fondu, puis je trouve ça le fun d'y aller de même, puis on se privera jamais, mais je me rends compte que oui, sur les 4 albums, en fait, il y a quand même beaucoup de bouffe, c'est récurrent, puis on aime ça manger, fait qu'on en parle. Ouais. Parlons un peu justement des autres albums. En fait, vous avez eu plusieurs succès au fil des années, mais j'aimerais revenir avec toi sur ce qui, je pense, être selon moi le plus gros succès de Bleu Jeans Bleu, c'est-à-dire la chanson Coton Ouaté. Oui. Pensez-vous que Coton Ouaté allait faire autant de bruit au Québec? Ben non, c'est sûr que non, parce que jamais tu fais une toune en disant cette toune-là a le potentiel de faire qu'est-ce que Coton Ouaté a fait. Il y a des gens qui sortent numéro 1 après numéro 1 après numéro 1, puis nous, c'est pas ça. Puis Coton Ouaté, même, n'a jamais été un numéro 1. Ça a été un bon numéro 2, mais dans le... Comment dire? Je l'appelle notre succès social parce que cette toune-là s'est installée vraiment d'une façon que jamais on pourrait avoir espéré. Puis même dans le futur, on ne pense pas répéter un Coton Ouaté numéro 2. C'était trop particulier. C'était accompagné. En fait, c'est ce qui a créé l'ascension de Bleu Jeans Bleu. Puis cette ascension-là, tu ne peux pas l'avoir 2 fois. Tu passes de méconnu à un petit peu plus établi une fois, tu sais. La toune, tout ça, ce qui est arrivé en même temps, c'est nous autres, c'est le game changer, comme on dit. Cette toune-là a vraiment tout changé pour Bleu Jeans Bleu. Puis tu sais, on en entend des histoires comme ça, puis on dirait que c'est comme le rêve. Tout le monde aspire un peu à ça, à un moment donné, à avoir une toune qui va faire ça, mais tu fais pas la musique en ce sens-là parce que tu ne contrôles pas comment les gens vont le prendre puis comment ils vont se l'approprier. Puis c'est ça qui fait qu'une toune devient quelque chose qui s'installe dans le paysage social comme ça. C'est comment les gens la font rentrer partout dans leur vie de famille, au bureau, dans les spectacles de fin d'année, tout ça. Tu sais, Coton Ouaté, c'est devenu plus gros que la toune, c'est devenu plus gros que nous autres. Mais c'est quelque chose qu'on a, puis que ça établit le groupe. Puis après ça, ben nous, ça nous donne un auditoire pour écouter ce qu'on fait après. Fait que, tu sais, ça a tout changé, mais on ne l'a jamais vu venir. Vraiment pas. C'est sûr que non. Ouais. Et je sais que c'est une chanson qui, aujourd'hui, vous est beaucoup demandée. Le public vous la crie. Est-ce que vous commencez peut-être un peu à être tanné de Coton Ouaté, justement, parce que c'est un gros succès, puis parce que c'est ce que les gens vous parlent beaucoup? Ben, tu peux pas être tanné. En fait, l'affaire, là, les tunes qu'on fait, moi, je me joue pas mes tunes des Bleus dans le salon à moi de moi, tu sais. Pas parce que je les aime pas, mais on les joue en spectacle à toutes les semaines, puis je les aime, mais
tu peux pas te tanner de ce que ça fait au monde. Coton Ouaté, on pourra la jouer 8 millions de fois. Tant que le monde trippe, nous, on ne pourra pas être tanné de ça. Puis quand tu fais quelque chose, puis que c'est là que tu vas prendre ton anane, mettons, ta satisfaction est dans le trip du monde, bien, je vois pas comment quelqu'un peut se tanner de jouer une toune qui a eu cette portée-là, tu sais. Puis après ça, je ne l'écoute pas dans mon auto pour moi, pas parce que je suis tanné, encore une fois, parce que j'écoute pas souvent ma musique, là, tu sais. Mais même si on s'en fait parler, c'est toujours de ça qu'on se fait parler, tout ça. Ça a été tellement important pour nous autres que je vois mal comment, à un moment donné, tu te tannes de ça. Mais la réaction des gens, le plaisir que ça fait quand on la part, moi, je me dis ça viendra jamais vieux, là. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Bien d'accord avec toi. En conclusion, Bleu Jeans Bleu est venu quand même souvent à la salle Jean Cossette, à Tission Morticus. 2 ou 3 fois, non? Vous êtes venu au moins deux fois pour Perfecto. Puis là, donc je crois 3 fois, plus des corpos jeunesse. Ouais. Donc vous êtes venu souvent, vous fréquentez souvent la salle. Qu'est-ce que tu penses de Tission Morticus, puis même de la vallée de la Matapédia en général? On l'aime, la vallée, on aime ça passer dedans. C'est beau, premièrement. Ça, on ne se tanne pas de ça non plus. Quand on passe sur la route, il y a des paysages, il y a des chemins qu'on le sait, qu'on prend, puis que ça va être beau. Ça, c'est le fun. Puis après ça, bien, Diffusion Mordicus, je trouve, c'est dans les diffuseurs dynamiques qu'on a vus. Tu sais, il y a comme il y a une passion de diffuser la culture. Il y a des efforts de mis, il y a de l'huile de bras. Puis ça se sent, tu sais, c'est pas blasé, c'est pas... Il y a de quoi de trippant de venir jouer ici. On se fait accueillir, on le sent tout de suite. Il y a une drive dans cette salle-là avec l'équipe et tout ça. Puis c'est toujours le fun de revenir. Fait que, une fois de plus, on est content de se saucer aujourd'hui. Je sais que c'est pas diffusé en juin, mais on est bien content de revenir. Eh bien, Claude, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci beaucoup pour cette entrevue. Et je te souhaite à toi et à toute la gang un très bon spectacle ce soir. Merci beaucoup. Bonjour la vallée de la Matapédia, je me présente, Mia Vaillancourt, je vais être votre chroniqueuse pour la section Quoi faire dans la Matapédia. Cette semaine, comme vous le savez probablement, c'est la fête nationale du Québec. Nos magnifiques municipalités nous ont préparé plusieurs activités. Le 23 juin, à Val-Bréand, dès 20h, entrez dans la danse avec Guylaine Gagné, suivi d'un feu de joie et d'artifice avec un discours et hommage du drapeau. Finissez la soirée avec Kevin Côté. Du côté d'Amqui, dès 20h, au parc Pierre-Maurice Gagné. Au menu, 3 groupes, soit le Vent du Nord, Kevin Landry-Ben, Bartenson. Le feu de joie aura lieu à 21h30. Pour ce qui en est de Saint-Tarcisius, dès 15h, à la salle des Générations, sur place, initiation à la danse en ligne, discours patriotique, feu de joie et feu d'artifice. Apportez vos boissons et guitares. Pour ce qui en est du 24 juin, à Sébec, une grosse programmation qui commence dès 11h à la gare et Agora, avec la cantine de la Maison des Jeunes qui sera sur place pour un dîner pique-nique. La kermesse y sera aussi. Beaucoup de spectacles tels que Martin Giroux, discours et inauguration de la halle municipale, suivi de danse en ligne et bingo. La soirée se terminera avec un feu de joie et des feux d'artifice. Du côté d'Amqui, dès 14h, sur la rue du Pont, jeux gonflables, mascottes, animations urbaines et même le marché nomade de la Matapédia y sera. Musique avec Claudia de Roy. À 2h, le duo Locomotion présentera un spectacle de cirque. Le 24 à Cause-Abscal, dès 13h, après-midi familial suivi de danse en ligne et musique francophone. Un discours patriotique et hommage au drapeau sera fait plus tard en soirée. Pour conclure la soirée, feux d'artifice musicaux suivis de feux de joie. Le groupe Oreille de Christ sera présenté à 22h30. À Saint-Léon-le-Grand, dès 13h au Parc Lyonnais. À l'horaire, musique et artistes locaux, jeux gonflables, hommages et discours, feux de joie et musique. C'était les festivités de la Saint-Jean. Le 29 juin, la microbrasserie La Captive présentera Leila Sofiane. Le 30 juin, la vallée de la Framboise vous invite à leur 5 à 7. Le 30 juin, la municipalité du Lac-aux-Saumons vous invite à l'inauguration de son terrain de balle. L'équipe de balle locale affrontera les 4 chevaliers. C'était Quoi faire dans la vallée de la Matapédia de cette semaine. Et
Et voilà, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Pour revoir l'émission en entier ou par segment, ça se passe sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne Saint-Jean-Baptiste tout le monde. Prenez soin de vous, buvez modérément. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de TVC l'été. Bonne semaine tout le monde!